Hello les amis, nous sommes le lundi 8 juin 2020. Avant de commencer cette émission, je voulais quand même souligner quelque chose de très important. Parce que cet après-midi, en discutant avec mon ami Jean-Jacques, j'ai vu qu'il ne connaissait pas le fabuleux travail de François, ce qui est encore peut-être possible. Donc, il faut savoir que on a l'habitude, nous, hein, de taper sur la presse et les médias, BFM, TF1, tout ça, qui nous abreuvent de fake news. Mais là, il y a un journal, François, qui, depuis quelques semaines, nous abreuve de dossiers très, très complets, avec des enquêtes minutieuses, du vrai travail du journaliste. Hein, ça, c'est du vrai travail du journaliste. Donc, je voulais quand même leur rendre hommage. C'est vrai que j'en parle souvent dans mes émissions depuis quelques temps, ou aussi sur ma page Facebook. Mais là, ils font vraiment quelque chose de bien, donc je m'y suis un petit peu intéressé pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait là. Vous voyez, chez François, nous faisons aujourd'hui le pari partagé d'un journalisme moderne, collaboratif et de qualité. Une approche adressée par des aimants de l'information, journalistes experts, reconnus, contributeurs anonymes, rédacteurs professionnels et bénévoles, occasionnels et réguliers, à d'autres passionnés d'information. Chez François, nous assumons notre indépendance intellectuelle, politique et financière. Et pour la garantir ici et maintenant, nous nous engageons à parler à tout le monde sans sectarisme et à ne pas nous enfermer dans une vision du monde orientée et militante ou dans un florilège de prêt-à-penser clivant et dangereux pour nous comme pour vous. Présents, ouverts, curieux, pluriels et imparfaits, nous resterons. Chez François, nous positionnons notre communauté de lecteurs au cœur de notre stratégie rédactionnelle, utile et quotidienne, en proposant à toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent des projets serviciels renouvelés, de bonnes intentions éditoriales équilibrées et des sources de partenariat et de divertissement inédites. Tel est notre engagement pour réussir avec vous, l'existence d'un média d'information, de conversation et de partage. Pour modestement paraphraser l'une des célèbres maximes de Pierre Lazareff, nous sommes conscients que la première qualité d'un journal, qu'il soit imprimé sur papier ou affiché sur l'écran, est d'être lu. Nous en sommes d'ores et déjà enthousiastes, résolument optimistes et définitivement responsables. Et il est vrai que moi je m'en étais étonné parce que ils font des dossiers complexes, je vous l'avais dit jeudi, c'est le seul journal, c'est le seul média qui a été interviewé MERA pour l'étude du Lancet, dont on a beaucoup parlé. Et tous les articles dossiers sont réservés, vous pouvez tous les lire, pas besoin d'être abonné, il faut pas payer, il faut rien du tout. Je me suis un peu questionné, ils vivent uniquement de publicité. Hein. Donc là, par exemple, vous voyez, Recovery, ils ont été interviewés Martin Landry, le directeur de l'essai Recovery. Bon, on va pas en reparler de l'essai Recovery, celle qui donne des doses 4 fois supérieures de l'hydroxychloroquine. Et ensuite, vous avez des journalistes style Cohen qui dit « Ah, ben vous avez vu que l'hydroxychloroquine tue ?» Non mais attends, ça devient tellement lourd que ça en devient, bref, comme ils disent là François, Brexit et overdose. Hein. C'est vraiment, on a une overdose de fake news sur l'hydroxychloroquine, là, c'est juste hallucinant. Et là, le dernier dossier qui vient de sortir aujourd'hui, Covid-19, un virus synthétique hautement pathogène pour l'être humain, créé par l'Institut de virologie de Wuhan et des USA. Donc, je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'émission. Je vous invite vraiment à les lire. Ils vendent rien, donc ils vivent que de publicité. Et comme c'est de publicité un petit peu de tout le monde, vous voyez que on va pas les faire chanter. Hein. En disant moi je coupe ma pub. C'est pas du tout le genre, d'après ce que j'ai pu voir et discuter un petit peu avec le directeur de la publication. Maintenant, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les fausses études. Il y a tellement de bonnes études sur l'hydroxychloroquine et bien d'autres, hein, bithérapie, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine, que le mensonge est tellement gros, à chaque étude qui sort pour taper sur l'hydroxychloroquine, on s'aperçoit très vite, vous avez vu, sur l'étude Recovery, c'était le soir même que je vous faisais une émission, ils en peuvent plus, quoi. J'ai l'impression qu'ils travaillent encore dans l'idée qu'on est des ânes et on écoute la presse, parce que ça s'appelle le Lancet, The New England Journal of Medicine, BFM, TF1. Ah oui, vu à la télé. Ils pensent encore aussi à la pub vue à la télé. Donc si c'est vu à la télé, c'est bien. Non, si c'est vu à la télé, c'est que c'est payé, quoi. C'est celui qui paye qui passe à la télé. C'est pas celui qui dit des choses bien. Et donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La seule chose qui compte, c'est les faits.
Et là, on va rentrer, parce que la pandémie est terminée, ils peuvent bien encore vous faire peur, les masques, tout ça, qui ne servent à rien, il y a le virus, il ne circule plus, c'est fini, et puis même quand il circule, il vous donne à peine un rhume, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les émissions, avec les virologues italiens, il est plus du tout virulent, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, hein. Véran passer à la télé sans honte, alors qu'il aurait dû démissionner avec complet déjà depuis longtemps. C'est vraiment, je sais pas comment vous faites pour vous raser le matin, monsieur Véran. Ça, je sais pas. Et donc, maintenant, il y a les fêtes qui comptent. Et les fêtes, ils disent quoi? Bah, ils disent que, voilà, ça c'est le taux de surmortalité des décès. Donc, c'est une surmortalité d'au moins 10 000 décès par rapport à l'année précédente. Donc, ben voilà. En décembre 48, février 49, il y a eu une surmortalité de 15 pour 10 000 habitants en nombre de décès. Donc vous voyez 7,2, 9,6. Là par exemple février-mars 56, la grippe asiatique 3,7. Décembre 69, janvier 70, grippe de Hong Kong 6,3. Et donc on en arrive à chez nous, mars-mai 2020 4,4 et mars-mai 2020 selon l'INSEE, deux instituts, donc 3,4. Bah, excusez-moi quoi, hein. Avant on n'avait jamais arrêté l'économie. Là on a arrêté l'économie, on a confiné les gens. Donc déjà, il faut qu'on se pose des questions, en sachant que, hein, on va pas refaire toute l'émission où dès que quelqu'un tombait de sa chaise sur la tête et qui mourait, on le cataloguait Covid, la grippe qui a fait à peine 72 victimes cette année, mort de rire. Donc en vrai, on est bien en deçà, bien en deçà. Maintenant, on va regarder les hospitalisations. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est, toutes ces sources-là? Ça vient de la revue politique et parlementaire. Je vous les mets dans les liens, vous pourrez consulter vous-même. Donc ici, c'est les hospitalisations pour Covid-19 pour 10 000 habitants au 31 mai. Donc on voit les endroits, bah, là où je suis, moi, au cluster alsacien, depuis le début. J'avais mis le masque, hein, toujours travaillé, nickel. La Moselle, vous voyez, ça c'est les départements les plus touchés. Et vous voyez que le Bouches-du-Rhône, tout en bas, parce qu'on va en reparler, était quand même un des départements les plus touchés. Les départements qui sont proches de la côte atlantique, très peu touchés par les hospitalisations au Covid. Hein, le virus n'a pas bougé partout pareil. Donc ce constat rapproché des dates de pic suggère que le confinement général de la population et le fort ralentissement de l'activité économique n'ont guère influé sur l'expansion de l'épidémie, que le virus s'est propagé selon une dynamique propre à lui-même. Ça aussi, on le dit depuis longtemps. Donc là maintenant, on va toucher à la mortalité à l'hôpital au 31 mai en pourcentage du total des hospitalisés. Là, on voit qu'il y a des départements qui sont très rouges, hein, très très rouges. Voilà. Vous avez le rouge, vous avez l'orange foncé, vous avez l'orange clair et l'orange très clair. Ici, nous avons le classement des départements métropolitains en fonction du taux d'hospitalisation au moment du pic de l'épidémie pour 10 000 habitants et du taux final de mortalité à l'hôpital, en pourcentage du total des hospitalisés, hein, au 31 mai 2020. Ben là, on voit qu'il y a des gros problèmes dans certains départements, quoi. L'Indre, une mortalité de 28, d'accord, pour un pourcentage de 6% de la population hospitalisée, quoi. L'Indre, la Cher, le Lot, Corse du Sud, Vosges, Nièvre, Eure, Deux-Sèvres, Meurthe-et-Moselle, Côte d'Or, Moselle, Belfort, Paris, Val-de-Marne, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Bas-Rhin, vous avez des questions à poser à vos députés, messieurs. Vous avez des questions à poser. En dessous, Bavard, Haute-Alpes, Bouches-du-Rhône, Alpes de Haute-Provence, Corse du Nord, Lozère. C'est très bien. Ici, nous avons le classement des principaux départements métropolitains affectés par l'épidémie en fonction du taux d'hospitalisation au moment du pic de l'épidémie et du taux final de mortalité à l'hôpital, toujours en pourcentage du total des hospitalisés. Bah, vous voyez que le meilleur, c'est quoi? C'est les Bouches-du-Rhône. C'est les Bouches-du-Rhône. Les plus mauvais, c'est Val-de-Marne, Paris, Haut-Rhin, Moselle. Ouais, ça fait les cacous sur les plateaux de télé, ça critique Raoult, mais maintenant il y a les chiffres qui parlent, messieurs. C'est un peu différent là, hein. C'est un peu différent. C'est facile de faire le cacou sur la plateau télé, hein. C'est facile. Ici, il y a la relation entre le pourcentage de patients en réanimation au moment du pic épidémique et le taux final de mortalité à l'hôpital pour 10 000 habitants pour les principaux départements. Et une fois de plus, bah, le meilleur, Bouches-du-Rhône. Les moins bons, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Oise, Paris, Haut-Rhin, Val d'Oise, Bas-Rhin. Eh ouais, maintenant il y a les chiffres qui parlent, hein.
Ça va être différent, les gars. Donc la conclusion première, c'est que la population française s'est bien posé des contraintes beaucoup plus fortes que dans les autres pays. Manifestement, ces contraintes n'ont pas eu l'effet attendu sur l'épidémie, sur le bilan final. L'on peut même se demander si elles n'ont pas plutôt été contre-productives. Ça, on l'a déjà démontré dans mes précédentes émissions. Il est donc impossible d'affirmer que les hôpitaux français ont tous traité de la même manière les malades, ce qui pose quelques questions dérangeantes. Ah oui, parce que après les critiques faciles, on en vient aux questions dérangeantes. Et ça, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous, surtout que pour en revenir toujours à France Soir, il y a un super dossier que je vous mets aussi. C'est la gestion de l'épidémie des départements du 13 et du 92. Et en fait, dans le 92, on va surtout pointer l'hôpital Poincaré. L'hôpital Poincaré de Garches, dirigé par le professeur Christian Perron. Et donc, on va y apprendre quoi? Eh bien, on va y apprendre que, en conclusion, le département 13 de l'IHU et l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans le 92, sont parmi les bons, voire très bons élèves de l'épidémie. Une anecdote non négligeable pourtant, l'hôpital Raymond Poincaré est amené à fermer dans les 3-4 ans qui viennent au profit de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Un Garchois nous disait, pour des raisons d'influence et de gros sous, ceux que l'on félicite aujourd'hui seront demain au chômage. Enfin, félicite, moi je suis pas sûr que l'on félicite tant que ça Christian Perron, de l'excellent travail qu'il a fait. J'ai plutôt l'impression qu'on continue à lui mettre des bâtons dans les roues, on verra ça plus tard quand il sortira son livre. Le 17 juin, les bâtons dans les roues risquent d'être encore plus gros. Donc là, il va falloir rendre des comptes. Donc écrivez une lettre à votre député, vous savez le site, par internet, vous avez les emails de votre député, vous leur écrivez une lettre, à votre maire, si vous habitez dans une ville où il y a un CHU, pour demander des résultats. Parce que c'est pas possible qu'en France, il y a de telles différences entre deux hôpitaux, celui de Poincaré, Garches, Christian Perron, UHU Méditerranée, Didier Raoult, et les autres. Les autres qui ont fait des cacous, qui ont tapé sur les deux, qui ont fait de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, maintenant c'est les faits qui parlent, plus que les faits, il n'y a plus que ça. Là, c'est fini les plateaux télé. Là, c'est fini les plateaux télé, c'est fini les fausses études, nous expliquant que l'hydroxychloroquine tue, que c'est dangereux, que ça sert à rien. Non, la preuve, c'est que ça sert. Là, on est dans les faits. On n'est plus dans les fake news, on n'est plus dans les big data, on n'est plus dans Big Pharma qui paye de fausses études. On est dans la réalité. Il y a des gens qui sont morts. Parce que finalement, les comparaisons statistiques entre hôpitaux et les réponses politiques, sanitaires et cliniques comparées corrélées sont des recherches les plus représentatives et valables sur la population, et nous, un groupe sélect et biaisé. Les rapports mondiaux de l'OMS ne font pratiquement que ça. Là, on est dans la réalité du terrain, des faits, de monsieur et madame, sauvés ou morts. Là, on est dans les faits, on n'est plus dans les études. Et en plus, il faudra nous expliquer aussi pourquoi depuis le début de cette épidémie, on a vu sur tous les plateaux télé, quelqu'un pourrait s'amuser à les regrouper, tous ces médecins qui viennent dire « Ah, j'étais très mal, j'étais atteint du Covid », parce que vous savez, à l'époque, on disait que les masques n'étaient pas nécessaires, et donc on laissait les généralistes et plein de docteurs sans masque. Donc ils ont eu le Covid, et certains étaient très mal, quoi, pire qu'une grippe, ils disaient. Et ils ont pris le traitement du professeur Raoult, ou uniquement des antibiotiques, et le lendemain, ça allait très 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 bien. Encore un exemple, je vous en mets un là. Alors pour moi, l'hydroxychloroquine seule n'est pas efficace. C'est l'association, la bithérapie, pardon. La bithérapie. Je résume. C'est l'azithromycine, l'hydroxychloroquine. Moi, je pense qu'en tout début de maladie, il n'y a pas besoin, puisque la plupart des patients vont évoluer favorablement. Mais quand on commence à avoir des signes pulmonaires, notamment au scanner ou cliniquement, ou que les gens commencent à s'aggraver, se désaturer, avant même qu'ils arrivent à l'hôpital, il aurait fallu qu'ils soient traités vers ce J4, J5. Et nous, on a été énormément en colère. D'ailleurs, tous mes collègues médecins qui ont été malades ont utilisé son traitement. Alors justement, on a le docteur. Donc pourquoi on a tous ces médecins qui se sont traités à l'hydroxychloroquine avec des antibiotiques, y compris à la Pitié-Salpêtrière à Paris, où on tape sur Raoult à longueur de journée, sur l'hydroxychloroquine à longueur de journée. Pourquoi eux se soignent et nous pas? On n'aurait pas le droit. Là aussi, il y a des réponses à apporter et rapidement, quoi. Une autre enquête de France ce soir, c'est sur le confinement. Nombre de morts par pays, par mode de confinement. Le confinement aveugle toute une population entraîne une mortalité de 5 à 200 fois.
par million d'habitants. Donc voilà, vous avez fermeture des frontières et mise en quarantaine désinfectée, c'est-à-dire au début testé, à côté, vous avez 3,6 pour Singapour, 1 pour Taïwan, 5 pour la Corée du Sud, 93 pour l'Allemagne, 70 pour l'Autriche. En prenant des mesures minimales, 5,7 pour le Japon, 326, 349 pour la Suède. Oula, Suède, il n'y avait aucune mesure minimale quasiment. Si, pas d'attroupement à plus de 50, je crois, c'est tout. Et confinement policier aveugle de toute la population avec des PV pour celui qui allait se balader sur la plage. Franchement, Espagne 584, Italie 518, 768, France 439, 439 France, 768 Belgique. Là aussi, on peut en parler parce qu'on raconte, on n'arrête pas de nous raconter, alors que les tableaux, les faits montrent l'inverse, que le confinement a sauvé des vies. À un moment, on n'en peut plus de vos mensonges, hein. On n'en peut plus. Hein. On a confiné parce qu'on s'est basé sur des modèles mathématiques de l'Imperial College, et je vous ai déjà raconté dans des émissions que ces statistiques sont complètement foireuses. Là aussi, maintenant, les Italiens, les virologues, italiens, les infectiologues italiens sortent, américains aussi, et disent que la catastrophe, c'est que les modèles mathématiques prédisaient ce que les modèles mathématiques prédisaient sur l'évolution de l'épidémie en Italie il y a quelques semaines. Au lieu de cela, maintenant, tous les nombres diminuent, les infections diminuent. Aujourd'hui, il y avait une date fatidique, on disait en Italie le 8 juin sera fatidique parce que par rapport à la date du déconfinement, il devrait peut-être, il disait, y avoir une deuxième vague. Ouais. Il disait que si les Italiens ne faisaient pas attention, on aurait eu au 8 juin, aujourd'hui, 151 000 patients en soins intensifs. 151 000. Bon. Ils sont 286. Et après 34 et 20 jours, à partir des ouvertures de mai, il n'y a aucun signe de ce retour de la pandémie que certains experts, donc il faut les virer, quoi. Faut plus les écouter, il faut à un moment, il y a Internet à une mémoire. Faut prendre tous les mecs qui annonçaient des choses, les CMS, les Cohen, les Burioni en Italie, les Philippe Alexandre, et puis il faut les virer, il faut plus les inviter. Comment vous pouvez inviter quelqu'un qui a raconté des conneries depuis 2 mois? Pourquoi on écoute encore l'OMS qui a dit tout faux depuis le début de la pandémie? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi on invite encore ces gens-là? Et puis en Australie, en Océanie, on va rentrer dans l'hiver là. On va rentrer dans l'hiver. Il n'y a aucune deuxième vague. Aucune deuxième vague. Donc ça, c'est le virologue Guido Silvestri. Je vous mets dans les liens l'article si vous voulez lire en entier, qui dit que les modèles mathématiques ont donc échoué. Les données montrent qu'ils ont été insuffisants pour prédire la véritable tendance de l'épidémie. Et donc il a dit, maintenant c'est juste de dire aux citoyens italiens qui ont fait des sacrifices très durs, les Français aussi, vous avez fait des sacrifices très durs, la deuxième vague, elle va y avoir, c'est le chômage, je vous le dis, et puis les mesures coercitives au niveau du salaire et compagnie. Il faut dire que aux Italiens, il faut leur promettre qu'on ne prendra plus jamais ces modèles mathématiques en référence, quoi. Et plus jamais on prendra des décisions politiques en fonction de ces modèles mathématiques. Et donc les données sont sous contrôle partout. Partout. De toute façon, ils ont tout faux partout. Un truc de fou, ils ont tout faux partout. Il n'y a pas un endroit où ils se sont pas trompés, quoi. Y compris aux États-Unis. Y compris, là, c'est plus les experts, les experts médicaux se sont trompés, mais même les experts économiques, puisque ils avaient prédit, figurez-vous, parce que là-bas, vous savez, aux États-Unis, on compte le nombre de chômeurs toutes les semaines. Et pour la semaine dernière, ils avaient prédit qu'il allait y avoir encore 7 millions de chômeurs en plus aux États-Unis, et que le taux de chômage atteindrait donc 20%. Ouais, sauf que Banco, ça y est, ça s'inverse. La semaine dernière, ils ont créé aux États-Unis 2,5 millions de postes de travail. Le taux de chômage ne ressort à 13,3 à la place de 20, parce que Trump a pris de bonnes mesures. Tout ce qu'on dit en France, qu'il est couillon, qu'il est idiot, non, c'est un très bon président. Et donc, le plan Covid pour abattre Trump a échoué, le plan Antifa, mettre les Antifas dans la rue pour tout casser, ça va continuer à déménager, parce que vous l'avez compris, le but c'est que Trump ne soit pas réélu, parce que certains comme Soros, Clinton, Obama, Gates vont avoir un petit peu chaud, très très chaud.
Hein. Et vous avez même la religion qui s'y mène, et qui s'y prend. Une étrange lettre à Trump, signée par qui? Par Carlo Maria Vigano, qui a été de 2009 à 2011 secrétaire général du Vatican, où il révéla le Wikileaks. Puis en 2018, il a publiquement révélé que le cardinal McCarrick avait abusé sexuellement de mineurs, alors protégés par le pape François, le pape actuel. Il demande depuis la démission de ce dernier. Il vient d'envoyer une lettre à Donald Trump où il écrit Nous découvrirons également que les mouvements de séjour ont été provoqués par ceux qui, voyant le virus s'estomper inexorablement et atténuer l'alarme sociale de la pandémie, ont nécessairement dû provoquer des troubles car ils ont été suivis de cette répression qui, bien que légitime, sera condamnée comme une agression injustifiée de la population. Carlo Maria Vigano pense également que les initiatives de séjour, celles auxquelles participe le mouvement Black Lives Matter, financé par Soros, sont peut-être légitimes mais instrumentales car elles visent à créer un climat favorable à un membre de l'émanation directe de l'État profond. La pensée va directement au parti de Joe Biden, qui est l'adversaire des républicains pour les élections présidentielles de novembre, et qui a occupé le poste de vice-président des États-Unis pour 2 mandats. Il est tout à fait clair que le recours aux manifestations de rue est déterminant pour les objectifs de ceux qui souhaiteraient qu'une personne incarnant les objectifs de l'État profond soit élue lors des prochaines élections présidentielles et qu'il en ait une expression fidèle et convaincue. Il ne serait pas surprenant d'apprendre dans quelques mois qu'une fois de plus le vandalisme et la violence cachent ceux qui, dans la dissolution de l'ordre social, espèrent construire un monde sans liberté. Solve et coagula enseigne l'adage maçonnique. Vous voyez donc que c'est une lutte énorme entre 2 factions qui oblige même les religieux à sortir de leurs réserves. Et je ne cesserai jamais de vous dire que Candace Owens, qui est l'égérie noire, c'est la voix noire US, la voix noire US, dont l'avant-dernier tweet avait été vu 70 millions de fois. 70 millions de vues. Des célébrités, des athlètes m'ont envoyé un message du monde entier, me remerciant, me disant qu'ils étaient d'accord avec moi, mais qu'ils devaient soutenir publiquement BLM, c'est-à-dire l'organisation Antifa Black Lives Matter, financée par George Soros, ou risquer d'être étiquetés comme racistes par la foule. C'est ainsi que se crée une majorité silencieuse. Trump 2020, ce qu'elle va faire. Elle va militer pour Trump, que Trump soit réélu. Vous vous rendez compte un peu, hein? On est étiqueté raciste si on ne soutient pas ces anarchistes qui cassent tout. C'est de la folie, c'est de la folie monstrueuse. Alors ici en France, on vous parle de Trump, vous croyez qu'on lui jette des cailloux, quoi. Ben, regardez, il était au Maine ce week-end, dans le Maine. Ben, regardez l'accueil qu'on lui réserve. Vous avez vu? Alors dites-moi, si Macron vient chez vous, vous allez lui réserver un accueil comme ça, ou si Merkel se déplace quelque part en Allemagne, ou Conte, ou Boris Johnson en Angleterre, hein, si on l'accueille comme ça. Voilà. Bien, allez, je vous embête pas plus pour ce soir. Je voulais juste vous signaler quelque chose quand même, c'est que il y a il y en a marre là, des mesures de distanciation sociale, trucs là, c'est fini, il n'y a plus de virus quoi. Moi, je voulais aller faire un resto chez un ami, bah, pour l'aider, hein. Et je l'appelle, il me dit, ah bah, Sylvano, je suis pas ouvert. Moi, je dis, moi, je lui dis, bon, petit couillon, quoi, tu sais que t'as le droit d'être ouvert. Il fait, mais non, je sais, évidemment que je sais, mais soit j'ai du bol, les gens, ils réservent que des tables de 4, et je peux mettre 15 personnes dans mon restaurant, soit c'est 16 personnes dans mon restaurant, soit c'est que des tables de 8, des tables de 2, je peux en mettre que 8. Il dit, moi, je peux pas refuser quelqu'un qui me dit parce qu'il vient à 2. Il dit que de toute façon, que ce soit 8 ou à 16, je perds de l'argent. Je perds de l'argent. Donc je continue à vendre des plats à emporter. Et donc j'ai été dans un autre resto d'une amie. Bah, il y a beaucoup moins de place. Et j'ai été dans un autre restaurant. Et là, ils m'ont dit hein, qu'ils perdent 50% de place. 50% de place. 50% de place, c'est 50% de chiffre d'affaires. Donc il faut arrêter la connerie de dire je suis assis là, j'ai le Covid, mais lui, parce qu'il est à 2 mètres, je le transmets pas. Mais à 1 mètre, je lui donne, mais à 2 mètres pas. Non, il faut. Et ça, c'est la chose la plus débile, tout en laissant les gens aller dans les hypermarchés, le lieu où il y a le plus de virus au mètre cube. Ensuite, ils ont tout ouvert, y compris les discothèques. Et regardez, je vais vous donner quelque chose là.
Il y a eu des mouvements un peu de partout, là, en France aussi, alors qu'on interdit aux infirmières, on va essayer de rendre hommage aux infirmières. Les infirmières et le personnel soignant, ils voulaient manifester le 16 juin, on leur a interdit. Par contre, on n'a pas interdit aux ONG anarchistes de manifester ce week-end. Il y a quoi dans ce pays? Il y a 2 poids, 2 mesures. Les personnels soignants les applaudissaient aux 20 h, et là, on leur a interdit de manifester. Et les anarchistes, ils ont le droit. Je vais montrer une manifestation aussi d'anarchistes en Allemagne qui s'est déroulée. Donc il y a eu des manifestations partout là, en Europe, des ONG à Soros. Il devrait y avoir une deuxième vague fantastique dans une semaine, quoi. Parce que vu les gens qui se sont rassemblés, s'il n'y a rien, ça veut dire que vous vous foutez de notre gueule depuis le début aussi. Allez, je vous laisse sur ces images quand même assez impressionnantes de Berlin. Donc notez, c'était samedi. Donc, samedi prochain, vous allez avoir en Allemagne un pic. S'il n'y en a pas, parce qu'il y a un problème. Allez, bye bye, à demain ou pas.